Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon autrice favorite qui est Colette, une autrice absolument unique autant sur le fond que sur la forme. Aujourd'hui je vais pas trop vous parler de la forme de son style même si elle a une plume absolument magnifique, poétique, comparable à de la joaillerie. Aujourd'hui on va surtout parler de l'œuvre de Colette et de en quoi est-ce que son écriture est absolument unique, spéciale, incomparable. Je vous invite donc à découvrir la grande œuvre qui est l'œuvre de Colette, les réflexions qui lui sont chères, mais aussi ses œuvres. Donc cette vidéo, ce podcast, normalement il sera dans les deux formats, pourra également faire office de guide de lecture, vous donner envie, ou plutôt vous aider à vous diriger peut-être vers l'œuvre qui va le plus vous tenter. J'en profite aussi pour vous rappeler, si jamais vous habitez Paris, d'aller faire un tour à la BNF. Vous avez une exposition sur les différents mondes de Colette. On connaît Colette l'autrice, mais elle a fait énormément de choses dans sa vie. Elle a une vie très intéressante. C'est pas le sujet de ce podcast, de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur son œuvre, mais sachez que vous avez l'occasion d'avoir de visiter une exposition extrêmement intéressante et vous avez énormément de rencontres, de visites et des choses très intéressantes prévues autour de Colette. Donc encore une fois, c'est une occasion à prendre si jamais vous habitez Paris. Alors tout d'abord, pour moi, Colette me semble extrêmement intéressante et surtout intéressante parce qu'elle écrit le vécu féminin. Vécu qu'elle a elle-même expérimenté, si on peut dire, puisque c'est une femme et elle est donc privilégiée pour écrire là-dessus. Évidemment, si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas écrire sur une réalité que vous ne connaissez pas. Je reviendrai un peu plus tard sur cette expression de vécu féminin et non pas vécu des femmes, mais ça sera dans une autre partie. En tout cas, il me semble que pour Colette, on peut donc parler de littérature de femmes, expression qui est largement déconsidérée, négative. Quand on parle de littérature de femmes, on va entendre une littérature légère, facile, niaise, sentimentale et axée sur l'amour. Bah ça tombe bien parce que c'est l'absolu contraire de Colette. Il faut tout de même noter que Colette, c'est l'une des rares autrices extrêmement reconnue, qui a vraiment une gloire immense en son temps et qui a eu des obsèques nationales tout de même. Et donc je vous dis que Colette a écrit le vécu féminin qu'elle connaît très bien puisque elle-même l'a vécu, mais c'est surtout une femme qui va parler de toutes les facettes pour moi de l'expérience dite féminine. Je repréciserai un peu plus tard ce que j'entends par là, mais il me semble qu'elle a vraiment décrit le vécu féminin d'une manière inégalée jusque-là et même après. Et c'est pour ça que je pense que lire Colette, ça peut être extrêmement intéressant des deux côtés, c'est-à-dire à la fois si vous vivez cette expérience pour voir comment est-ce qu'on a pu l'exprimer et se rendre compte aussi peut-être des choses, et même si vous ne vivez pas vous-même cette expérience pour peut-être comprendre ce que ça peut être et se mettre dans la peau de l'autre, se rendre compte de ses privilèges ou de comportements problématiques qu'on peut avoir. Tout au long de son œuvre, on a vraiment Colette qui va mettre en scène des femmes qui vivent très souvent par l'amour, par le biais de l'homme et par le mariage. Très souvent, elles vont s'effacer et ne vivent pas tellement par elles-mêmes. C'est évidemment à remettre dans le contexte historique de l'époque. Et au contraire, en miroir, Colette va aussi mettre en scène beaucoup de marginales qui refusent ce schéma dans lequel la femme doit s'oublier, s'effacer. Mais le fait que ces personnages sortant de ces normes soient des marginales appuie bien finalement le schéma principal de la femme qui ne doit pas et qui n'est pas comme une Claudine, une Renée Néré. Et pourtant, même ces marginales qui ne sont pas omnibulées, du moins pas autant omnibulées par les hommes que d'autres personnages féminins qui appartiennent à la norme de l'époque, mais on a quand même des marginales qui ne peuvent pas s'empêcher quand même d'exister un peu. Pour les hommes, c'est impossible il semble impossible du moins de sortir totalement de ce schéma. Je vais reprendre les exemples que j'ai donnés il y a quelques secondes, mais par exemple le personnage de Claudine, c'est un personnage qui est extrêmement indépendant, très très libre, vraiment elle apparaît totalement en dehors des normes de l'époque, de ce qu'on attend d'elle, d'une jeune fille, d'une petite fille et d'une bourgeoise aussi. Et pourtant, même dans Claudine à l'école, alors qu'elle est très jeune,
elle va être très contente d'être remarquée, de plaire même à des hommes finalement qui la dégoûtent puisqu'elle a 15-16 ans et finalement elle va attirer l'attention d'instituteurs, d'un conseiller politique, du docteur, etc. Et bien même si finalement elle n'est pas tellement intéressée par eux, elle va quand même être très flattée et très contente de plaire. C'est pareil à Paris, elle va être rassurée lorsqu'un homme va la demander en mariage. Alors c'est un homme qu'elle n'aime pas du tout, mais ça va la rassurer de voir finalement que des hommes s'intéressent à elle et qu'elle est vue comme une potentielle femme qu'on souhaite épouser. Voilà, elle dit détester en fait ces institutions, la manière dont les femmes vont suivre les codes, etc. Mais elle-même reste attachée à un certain désir de plaire au regard masculin. Voilà. De la même manière, un personnage très très libre, un personnage très indépendant, René Néré dans La Vagabonde et L'Entrave, va être rassurée par la présence d'un homme. Elle va avoir l'impression qu'elle a besoin ou qu'elle aime être protégée. Et pourtant, c'est un personnage qui va plus tard refuser cet amour. Mais chez Colette, on est toujours dans l'extrême nuance. Finalement, même les marginales, même celles qui décident de ne pas vivre pour les hommes et qui veulent acquérir une certaine indépendance ne peuvent pas se détacher de certains gestes et ne peuvent vivre en ignorant le regard masculin, ni même s'empêcher, même si c'est peut-être de manière inconsciente, à vouloir plaire aux hommes. Ce qui ressort beaucoup en fait dans les deux exemples que je vous ai donnés, c'est que l'apparence des femmes les préoccupe énormément. Et ça, c'est un thème qui va revenir très très souvent dans l'œuvre de Colette, c'est l'importance de la beauté chez les femmes, une importance qui prend beaucoup de place, contrairement à celle que les hommes peuvent lui accorder, puisque très souvent les femmes, comme je l'ai dit, existent beaucoup par l'homme en tant qu'épouse, maîtresse, car elles ont en fait à l'époque encore beaucoup de difficultés pour vivre seules et peu de possibilités de vivre seule, d'acquérir une indépendance qui est d'ailleurs mal vue. C'est-à-dire que le personnage de Claudine fait peur quand elle est enfant, mais encore plus quand elle est adulte. René Néré, c'est une marginale. Voir une femme seule est étrange. On a des vies féminines qui vont très souvent tourner autour de l'homme et de la recherche d'un mari, d'un mariage. Par exemple, dans Gigi, le grand but de sa grand-mère et de sa tante, je crois, c'est de trouver un mari à cette petite fille. Quand elle va refuser un mari, elles vont voir ça comme un échec et même l'échec prématuré d'une vie manquée, puisque un bon mariage c'est l'assurance d'avoir une vie confortable, et donc à partir du moment où on a refusé un bon mari, peut-être qu'on ne retrouvera jamais cette possibilité d'avoir une vie aussi bien. Et encore une fois, même le personnage de Claudine qui se fiche pas mal des garçons, qui ne se préoccupent pas tellement de ça, contrairement à énormément de filles de son âge, dans Claudine à Paris, elle ressent une pression, une certaine tristesse à l'idée d'être toute seule, de ne pas avoir d'amoureux et de ne pas avoir vraiment d'avenir en perspective. Chez Colette, il apparaît plutôt clairement qu'être être désirable et belle, c'est une nécessité pour les femmes, puisque c'est leur apparence et leur beauté dont dépendent leur survie, puisque leur survie dépend elle-même à amour des hommes, qui va très souvent être basé sur le désir et l'attirance de ces derniers pour les jeunes femmes. Et comme la beauté est très souvent vue et associée uniquement à la jeunesse pour les hommes et par les femmes qui ont intériorisé cette pensée, la vieillesse, elle est traquée et représente la plus grande peur des femmes. Voilà, la logique c'est la suivante, c'est pour survivre il faut que je trouve un mari ou un homme, peu importe en fait, que ce soit un amant ou un mari, m'aimera seulement si je suis belle, et comme je ne suis belle que parce que je suis jeune, il faut absolument que je reste la plus jeune possible pendant le plus longtemps possible. Il faut absolument retarder la vieillesse, il faut avoir l'air belle, parce qu'à partir du moment où je ne serai plus belle, je ne serai plus rien, je ne serai plus aimée et je serai seule, sans valeur.
Voilà une très bonne amie de Claudine qu'on a connue dans Claudine à l'école. On la retrouve un peu plus tard et on se rend compte qu'elle peut survivre uniquement parce qu'elle est très jolie. Elle s'est enfuie de l'école où elle était maltraitée, etc. Claudine apprend qu'elle est entretenue, elle est un petit peu prostituée, si on peut dire, auprès de son oncle en plus. Et elle, finalement, elle est à l'abri, elle a une bonne situation uniquement grâce à sa beauté et son corps. C'est un exemple peut-être extrême, mais qui représente tout de même la situation générale des femmes dans la majorité du temps et des cas dans l'œuvre de Colette et même dans la réalité finalement. Et donc forcément, la vieillesse, c'est une catastrophe, puisque c'est la fin de la beauté. On a par exemple dans La Vagabonde, Renée Néré, qui est pourtant, comme je vous l'ai dit, un personnage vraiment marginal, qui traque elle-même les rides qu'elle va avoir au niveau des yeux, qui essaye un petit peu de camoufler, de ralentir tout ça. Il y a une certaine mélancolie à découvrir certaines rides, puisque la vieillesse, elle est vécue comme un déclin, une fin, le fait de devenir prochainement hors service. Et oui, c'est vraiment un terme qui me semble approprié, puisque comme je vous l'ai dit, la valeur des femmes a longtemps, et c'est toujours partiellement le cas, constitué en sa beauté, ou plutôt résidé en sa beauté, son apparence, sa jeunesse. Et c'est peut-être même l'un des thèmes principaux de Chérie et de la fin de Chérie. Enfin, dans Chérie, on suit Léa et Chérie donc. Léa, c'est une ancienne demi-mondaine, une ancienne courtisane qui atteint la quarantaine et qui va finalement avoir recours à énormément de stratagèmes pour cacher, pour retarder la vieillesse qui l'angoisse énormément. Et c'est finalement une femme qui va vivre par la jeunesse de son amant. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, elle a 40 ans et elle est avec un jeune homme qui a 18 ans. Je ne sais même plus s'il a 20 ans à la fin de la nouvelle, mais il me semble vraiment qu'il a 18 ans. Donc l'écart d'âge est évidemment très important. Et on a finalement la jeunesse de Chérie qui va faire office d'un véritable bouclier pour elle. En ayant un amant jeune, il y a une certaine vanité évidemment qui en découle, mais c'est surtout qu'elle échappe encore au monde de la vieillesse puisqu'elle arrive encore à plaire à un jeune homme. Et c'est pour ça que la fin de Chérie, pas le roman, mais la fin du roman de Chérie, le premier tome, c'est une véritable catastrophe. Léa ne résiste pas à cette séparation et à partir du moment où Chérie la quitte, elle quitte le monde de la jeunesse et dans la suite, elle est devenue une vieille femme qui semble totalement différente. En fait, on a l'impression que c'est deux femmes, deux personnages absolument différents. Et on a une impression à peu près similaire, une vision très très pessimiste de la vieillesse dans La retraite sentimentale et La naissance du jour. Avec La retraite sentimentale, c'est Claudine qui perd son mari. Et à partir de ce moment-là, elle se dit qu'elle est assez vieille et c'est la retraite sentimentale. Donc elle ne cherche plus l'amour, elle clôt ses persiennes, elle clôt les persiennes de sa vie, si on peut dire. Et dans La naissance du jour, c'est un petit peu autobiographique. Elle décide, à cause de son âge, de ne plus se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Elle préfère se retirer, avoir la paix, et elle considère vraiment que l'amour n'est plus de son âge. Donc on a l'impression que passé 40, 50 ans, on n'a plus le droit de vivre en fait, comme si les femmes s'interdisaient totalement de vivre. On voit bien à quel point Colette démontre que les femmes vivent par le regard masculin, mais elle montre aussi que les femmes sont embêtées et souffrent beaucoup du regard masculin. Encore une fois, dans La Vagabonde, on a donc Renée Néré qui est une artiste, je crois que je ne l'ai pas encore précisé, mais qui travaille dans un musical. Il me semble qu'elle est danseuse, mime, etc. Et donc elle va toujours être traquée, sexualisée, embêtée par des spectateurs qui vont vouloir la voir dans sa loge, la draguer, lui faire des avances, la voir comme un objet de désir et un objet sexuel.
Cela, on en reparlera un peu plus tard, mais on a vraiment dans l'œuvre de Colette à plusieurs reprises une vision des femmes par les hommes qui est extrêmement restreinte. En fait, on n'a pas l'impression de voir les femmes comme des individus, mais simplement comme des corps, comme des objets. Et vous voyez, en cela, on a l'écriture de Colette qui est toujours d'actualité, toujours très moderne. Et cette sexualisation, elle est extrêmement précoce, puisque même dans Claudine à l'école, le premier roman de Colette et le premier opus de la saga des Claudines, on a donc des jeunes filles qui ont 15 ans, et même certaines qui sont plus jeunes dans l'école, qui se font déjà embêter par des hommes, qui sont victimes finalement de ces hommes, qui leur portent un intérêt très très perturbant, qui leur volent un baiser, leur font des avances, les caressent, et qui souhaitent avoir plus. Donc que ce soit dans Claudine à l'école ou Claudine à Paris, quand elle sort, on voit qu'elle se fait toujours embêter, qu'elle ne peut pas sortir sans se prendre des remarques de garçons ou d'hommes, remarques évidemment très peu spirituelles ou intellectuelles. Et je trouve que chez Colette, on retrouve très bien cette impression d'agacement, de lourdeur, d'angoisse même, que peuvent ressentir les femmes face à de telles situations. Finalement, quand vous regardez l'œuvre de Colette, les personnages de Colette, vous vous rendez compte qu'on a très peu de personnages masculins qui sont mis en avant. Les personnages principaux, ce sont presque toujours des femmes. On regarde, on a la saga des Claudines, autour de Claudine et ses amies, des institutrices surtout, il est assez peu question des hommes. On a Sido qui est la femme forte de la maison, dans tout ce qui va être Sido, Lévry de la Vigne, etc. La vagabonde, il est surtout question de René. On a d'autres personnages qui la côtoient, mais le personnage principal c'est René, pareil pour l'entrave qui est la suite donc de la vagabonde. Le pur et l'impur, on rencontre différents personnages qui vont exposer leur conception de l'amour, mais le personnage principal est une femme. Mitsu et Gigi, en fait, que ce soit le titre du roman ou le personnage principal, encore une fois, ce sont des femmes qui sont mises en avant. Et les personnages masculins qu'on retrouve dans les œuvres de Colette sont presque toujours extrêmement négatifs. Vous retrouvez très peu de personnages masculins positifs, que ce soit dans La Vagabonde, je crois qu'elle appelle le Grand Serein, je ne sais pas comment on dit ça, mais donc on a un personnage qui est finalement très agaçant, qui est un peu bête, parce que par exemple vous avez René qui va s'agacer finalement de la bêtise, de la simplicité de ses lettres. Dans la seconde, le mari est absolument insupportable, abominable, détestable. Dans Claudine en ménage, on a donc Claudine qui s'est mariée à Renaud, mais c'est un personnage finalement qui est très mou et qui finit par être déplaisant, du moins c'est l'impression que j'ai eue. Dans Mitsu, on a un officier qui se lasse extrêmement vite et qui est finalement assez peu sympathique. Dans Le blé en herbe, on suit deux adolescents, donc une jeune fille et un garçon. Et Phil devient absolument insupportable parce qu'il sort totalement de l'enfance, ça on y reviendra un peu plus tard. Mais à partir du moment où il joue l'homme plutôt que d'être véritablement un homme, il est absolument insupportable. Et finalement, on a deux exceptions seulement à ce schéma des personnages masculins qui sont négatifs, qui sont Chéri et Marcel. Donc Marcel, c'est le fils de Renaud, qu'on retrouve dans Claudine à Paris et La retraite sentimentale. Et Chéri, évidemment, on le retrouve dans le roman du même nom et dans La fin de Chéri. Mais encore là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'a pas deux hommes en face de nous, on a deux personnages androgynes. C'est pour ça que je parle de vécu féminin et pas le vécu des femmes. C'est parce qu'on va vraiment déjà se questionner sur les frontières entre les genres, et puis surtout ce qu'on appelle féminin, c'est pas forcément la femme, c'est aussi ce qui va ressembler aux femmes, et enfin c'est vraiment un spectre qui est interrogé dans le pur et l'impur, mais aussi avec l'existence de ces personnages androgynes comme Chéri et Marcel. Mais c'est donc des personnages qui sont des hommes, mais qui vont ressembler à des femmes, et c'est vraiment des personnages qui sont
présenté comme s'approchant de la perfection, du divin, et on a donc finalement une beauté qui semble plutôt pencher du côté féminin. Quand vous lisez les descriptions de Chéri ou bien enfin, les descriptions concernant Marcel faites par Claudine, enfin, vous avez des choses absolument magnifiques. On a toujours des comparaisons qui sont faites avec des dieux grecs ou romains, des anges. Enfin, on a vraiment une beauté qui semble céleste, incomparable, qu'on ne retrouve pas lors de descriptions d'hommes ou même de femmes. Et dans le pur et l'impur, on a justement un personnage qui explique que le charme émanant d'un individu dont on ne connaît pas le genre, le sexe, est infiniment puissant. Donc on a vraiment quelque chose de presque envoûtant. Et donc finalement ces personnages masculins qui sont positifs ne sont pas vraiment vus comme des hommes. On va donc maintenant parler de Colette et de l'amour. Contrairement en fait à ce que beaucoup seraient tentés d'assumer, c'est pas parce que on a affaire à une femme auteure qu'elle est sentimentale ou que l'amour est son sujet principal. En fait, c'est vraiment pas le cas. Chez Colette, on a un amour déjà qui n'est jamais le centre d'une vie et qui n'est pas du tout absolu, c'est-à-dire qui n'est pas éternel. Si vous regardez par exemple Mitsu, on a un amour qui est extrêmement décevant. On aime l'amour de l'amour, mais on n'aime pas tellement l'autre. Mitsu en fait c'est l'histoire d'une petite chanteuse dans un musical qui va rencontrer un officier. Ils vont correspondre par lettres puisque lui est à la guerre il me semble. Et donc ils vont s'aimer par correspondance, ils vont se voir une nuit et finalement la rencontre va être extrêmement décevante des deux côtés et Mitsu va se faire abandonner par un homme, mais de toute façon elle-même l'aimait moins que dans ses lettres. Dans Claudine en ménage, on suit Claudine qui vient de se marier avec Renaud. On a donc le récit de son mariage, de leur voyage de noces et de leur vie à deux à Paris. Et finalement, on fait face à une Claudine qui n'est pas du tout comblée, en fait, qui est même lassée de Renaud. Donc elle l'aime, mais elle s'ennuie. Il y a vraiment un côté las qui ressort, je trouve, de ce récit. C'est même le tome que j'ai le moins aimé des Claudine. Et pourtant, il est dit qu'elle l'aime, mais l'amour, finalement, n'est comme pas suffisant. Et donc, elle va même essayer de chercher ailleurs pour avoir une vie un peu plus intéressante. Dans La fin de Chéri, je pense qu'on a l'échec le plus retentissant chez Colette en amour. Très souvent, vous savez, en littérature, on a le triomphe de l'amour, c'est-à-dire on va triompher des autres, de la mort. Enfin, on a vraiment l'amour qui est toujours porté en triomphe, qui va mener à du tragique, etc. Mais dans La fin de Chéri, l'amour est un énorme échec. L'amour ne dure pas. Il n'a pas survécu à la vieillesse, ni suffi. C'est-à-dire que comme je l'ai dit dans Chéri, on va suivre l'histoire de Léa et de Chéri qui vont avoir une sorte de passion interdite par leur écart d'âge. Chéri va devoir se marier à une jeune femme et donc il va être obligé de quitter, de se séparer de Léa et donc entre temps on a la guerre, donc Chéri va partir et lorsqu'il revient il est totalement déphasé puisque le monde est totalement changé, sa femme travaille, il n'a rien à faire puisque c'est un bourgeois, il a de l'argent donc il n'a pas de nécessité ni de but à sa vie. Il va chercher à trouver une raison de vivre dans son passé en sortant ce vieil amour. Il va rencontrer à nouveau Léa et il va la trouver totalement vieillie en fait. Ça va être une énorme déception. Et il va pas supporter, en fait ça va être l'ultime échec de sa vie. Même l'amour finalement ne mérite pas d'être vécu, c'est à dire que la vie n'a pas de... finalement ne trouve pas de valeur en l'amour. L'amour n'est pas une raison suffisante pour vivre et là c'est le plus grand d'actes de contre-littérature que j'ai pu voir de la part de Colette. On a vraiment, oui, voilà, cet amour qui n'est pas une raison suffisante pour vivre et un Chéri qui va se donner la mort.
Voilà, et je parlais d'actes de contre-littérature de la part de Colette, parce qu'on peut dire, bah si, c'est quand même une fin tragique, oui, mais en littérature, on a toujours, ou presque, l'amour en triomphe, on meurt pour ou par amour, et là, on meurt, parce que finalement, euh, l'amour est un échec et ne suffit pas. Et en fait, Colette, c'est quelqu'un qui dit avoir toujours eu horreur de la littérature, qui n'a jamais voulu être écrivain, etc. Ça, je pense que c'est plutôt un mythe qu'elle s'est forgé, mais c'est du moins quelque chose qu'elle a toujours dit. Il me semble que dans la fin de Chéri, on a le plus grand acte de contre-littérature. Et donc chez Colette, l'amour, on l'a vu pour Chéri, n'est pas toujours choisi, il est même parfois abandonné. Dans La retraite sentimentale et la naissance du jour, comme je vous l'ai dit, on va avoir deux personnages féminins qui vont s'estimer trop vieilles et qui vont donc décliner la possibilité d'autre amour. Mais c'est également le refus de l'amour. Dans La Vagabonde, on a Renée Néré qui va finalement tomber amoureuse, mais elle va refuser ce nouvel amour alors qu'elle se dit que c'est peut-être le dernier puisqu'elle a je crois 35 ans, donc elle pense qu'après elle sera trop vieille pour plaire aux hommes et être à nouveau amoureuse. Et finalement, elle va décider de décliner la demande en mariage de cet amoureux et même cet amour en général, puisque l'amour, finalement, est quelque chose qui ne semble pas tellement appréciable. Mais ça, j'en reparlerai juste après quand on parlera de l'amour et de la liberté. Pour le moment, on va se pencher vers une part de l'écriture de Colette qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il ne s'agit pas toujours d'amour hétérosexuel. On a une homosexualité qui va être très très présente dans les récits de Colette. Déjà dans les Claudines, on a un couple d'institutrices, enfin de l'institutrice et de la sous-maîtresse, mais on a même Claudine finalement qui va un petit peu flirter avec Luce. Dans Claudine en ménage, on a une Claudine qui va finalement s'amouracher d'une autre femme. Dans la seconde, on se retrouve aussi dans un espèce de triangle amoureux avec deux femmes qui s'apprécient aussi beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, on a le pur et l'impur, qui est pour moi une œuvre des plus importantes de Colette. Dans ce récit, elle va interroger différents personnages sur leur conception de l'amour et donc on va avoir plein de visions de l'amour différentes. C'est également un texte qui va interroger le genre, le plaisir et qui va parler du plaisir féminin. C'est quand même quelque chose à noter, à souligner parce que c'est quand même quelque chose qui est mis un peu sous silence en littérature. On parle beaucoup du plaisir masculin mais beaucoup moins du plaisir féminin. Et donc il va notamment être question de l'androgynie, de l'homosexualité, autant féminine que masculine. Là il y a un personnage qui explique par exemple que deux femmes finalement s'aiment d'une manière totalement différente d'un couple hétérosexuel, et comme quoi finalement il y a des choses que les hommes ne peuvent pas du tout comprendre et ne peuvent pas apporter à une femme. Et puis on a tout de même, même si c'est un peu moins fréquent, la représentation de l'homosexualité masculine avec notamment le personnage de Marcel qui est également une grande fascination pour Claudine. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, le cercle des Claudines, enfin la saga des Claudines, c'est vraiment les premières œuvres de Colette, même si effectivement elle était sous l'égide de son mari qui a voulu rajouter un peu de piquant, de salace dans ses livres. On a tout de même ce thème qui déjà apparaît au début de son œuvre et qui finalement restera présent dans tous ses autres romans, ou du moins un grand nombre de romans. Et encore une fois, cela, il faut quand même le noter, c'est qu'on est à l'époque, donc c'est la première moitié du XXe siècle, une époque où l'homosexualité est encore extrêmement mal vue, très tabou, surtout en littérature. Et encore plus quand c'est une femme qui écrit sur ce genre de choses et qui écrit aussi sur le plaisir féminin. De surcroît, du plaisir qui peut être donné par une autre femme, c'est quelque chose d'extrêmement scandaleux pour l'époque.
D'autant plus que ça fait aussi écho au propre vécu de Colette, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis pas ici pour vous parler de la vie de l'autrice, mais elle a eu des partenaires autant féminins que masculins. Elle ne s'en cachait pas et bah, ça a autant fait finalement scandale que sa littérature. On a aussi une dernière réflexion sur l'amour de la part de Colette, c'est que l'amour diffère vraiment selon le genre. Je vous l'ai déjà dit qu'on avait cette réflexion qui était amorcée dans le pur et l'impur, mais on a vraiment dans plusieurs œuvres l'amour masculin qui va être axé sur le désir, le physique, qui va être présenté comme quelque chose d'assez peu profond dans La Vagabonde. Comme je l'ai dit, on a René Néré qui s'énerve puisqu'elle a un amoureux qui lui dit qu'elle est belle, mais qui ne parle pas de son âme, de son être, de son individu. Il parle de son physique, de sa beauté, mais rien d'autre. Et de la même façon, pour l'homme, l'amour, ça va vraiment être une nouvelle acquisition, notamment par le mariage, une sorte d'acte de propriété, d'acquisition donc de la femme. Et au contraire, l'amour vécu par les femmes, enfin, soit l'amour va être instrumentalisé, il va permettre la survie, c'est le cas de Luce qui va finalement se prostituer, un petit peu comme sa sœur qui va se plier à l'amour de sa supérieure pour continuer à être bien en grade, avoir des cadeaux, etc. Comme Léa et tant d'autres finalement qui s'accrochent à l'amour d'un homme pour vivre. Mais l'amour, c'est surtout vécu pour les femmes comme une dépossession de soi. Et ça, on le voit extrêmement bien dans Claudine s'en va et dans La Vagabonde. Alors c'est pour ça que je tenais vraiment à vous lire un passage issu de la fin de La Vagabonde. On est au moment où René a finalement décidé de dire non à son amoureux et au mariage qu'il lui proposait. Et elle s'exprime ainsi. Tu étais venu pour partager ma vie. Partager, oui. Prendre ta part. Être de moitié dans mes actes, t'introduire à chaque heure dans la pagode secrète de mes pensées, n'est-ce pas? Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Je l'ai fermé à tous. Tu es bon, et tu prétendais, de la meilleure foi du monde, m'apporter le bonheur, car tu m'as vu dénué et solitaire. Mais tu avais compté sans mon orgueil de pauvresse. Les plus beaux pays de la terre, je refuse de les contempler tout petits au miroir amoureux de ton regard. Et ces dernières phrases me semblent extrêmement importantes parce qu'elles résument pour moi la pensée de Colette, c'est-à-dire qu'elle refuse de rétrécir sa vie en son point de vue par son mari, c'est-à-dire qu'elle refuse de ne vivre plus que par et pour son mari, elle préfère vivre par elle-même et pour elle-même en continuant d'avoir ses goûts, ses pensées, de choisir ses points de vue. Et plus tôt dans le roman, elle expliquait en fait pourquoi est-ce qu'elle avait détesté le mariage, puisqu'il faut savoir que René avait été marié et que ça s'était extrêmement mal passé. En fait, elle avait un mari qui l'avait trompée, qui lui avait fait beaucoup de mal. Et donc, elle discute un jour avec un ami masculin qui lui demande en fait pourquoi est-ce qu'elle ne souhaite pas se marier, pourquoi est-ce qu'elle n'accepte pas alors qu'elle a un amoureux. Et donc elle lui répond ainsi: vous croyez que c'est la même chose pour vous peut-être et pour beaucoup d'hommes, mais pour moi... Souvenez-vous, Amonde, ce que fut pour moi le mariage. Non, il ne s'agit pas des trahisons, vous vous méprenez, il s'agit de la domesticité conjugale qui fait de tant d'épouses une sorte de nurse pour adultes. Être marié, c'est... Comment dire? C'est trembler que la côtelette de monsieur soit trop cuite, l'eau de vitelle pas assez froide, la chemise mal empesée, le faux col mou, le bain brûlant, c'est assumer le rôle épuisant d'intermédiaire tampon entre la mauvaise humeur de monsieur, l'avarice de monsieur, la gourmandise, la paresse. Le mariage, c'est noue-moi ma cravate, fous la bonne à la porte, coupe-moi les ongles de pied, lève-toi pour faire de la camomille, prépare-moi un lavement, c'est donne-moi mon couplet neuf et remplis ma valise pour que je file la retrouver. Intendante, garde-malade, bonne d'enfant, assez, assez, assez. Pour moi, ces deux extraits montrent extrêmement bien que l'amour pour les femmes, c'est vraiment une dépossession de soi et un assujettissement. C'est-à-dire qu'on va avoir des femmes qui vont devenir des sortes d'esclaves pour leur mari et qui, en plus de ça, vont vraiment ne plus s'appartenir à elles-mêmes. Elles vont devoir vivre
pour leur mari et par leur mari. Elles n'ont plus de subjectivité, elles sont simplement à côté de leur mari, elles sont là pour les aider, mais c'est tout, elles n'existent plus. Il y a une autre œuvre absolument passionnante, je trouve, à ce sujet, écrite par Colette, c'est Claudine s'en va. C'est l'avant-dernier tome de la saga des Claudines, qui est écrit, je crois, beaucoup plus tardivement, dans lequel on va suivre Annie, une jeune femme qu'on retrouve au départ totalement désemparée, puisque son mari part pour un voyage d'affaires, et pour la première fois de sa vie, elle va se retrouver seule, puisque au départ, elle vivait dans sa famille, elle a connu Alain, son mari, enfant, et donc en fait, elle a toujours été sous le commandement de son mari. Ensuite, ils se sont mariés, ils ont toujours vécu ensemble, et puis un jour, il part en voyage, elle se retrouve seule, et donc elle a l'impression finalement qu'elle ne peut pas vivre sans lui, puisqu'elle n'a connu que lui. Et elle a été finalement modelée par son mari, elle n'est que ce que son mari a voulu qu'elle soit. Et en partant, il lui a laissé une liste d'instructions. Et parmi ces instructions, on va trouver fréquente les Claudine Renaud aussi peu que possible, et il ne lui autorise qu'une seule visite en son absence de ce couple, parce que comme je vous l'ai dit, Claudine c'est un personnage extrêmement libre et qui est vu comme extrêmement dangereux, donc il ne veut pas que sa femme fréquente beaucoup cette Claudine qui pourrait déteindre sur elle, et c'est finalement en fait ce qui va arriver, puisqu'ils vont se retrouver à vivre entre guillemets ensemble pendant quelques semaines à l'hôtel. Et Annie finalement va se rendre compte qu'elle vit mieux sans son mari, et elle va se rendre compte qu'elle n'a plus du tout envie et qu'elle a même peur de son retour. Et à la fin du livre, elle va même s'enfuir et demander le divorce. En fait, Claudine s'en va, c'est l'histoire d'une femme qui apprend à relever la tête et à dire non, et qui apprend à découvrir finalement qui elle est et à exister sans son mari. Et il y a une phrase que je trouve aussi très frappante, toujours d'Annie, qui dit « Ah, le méchant, quand m'a-t-il fait le plus de mal? En partant sur la mer ou bien en me parlant pour la première fois ?» Et elle va parler du mariage comme l'anneau meurtrissant un peu trop étroit. Et elle parle donc de sa vraie bague de mariage, mais c'est finalement assez symbolique, c'est que c'est quelque chose qui va lui faire mal et qui est trop étroit, dans le sens où sa vie a vraiment été resserrée autour de son mari et l'a vraiment étouffée. Elle parle aussi... elle explique se reconnaître en fait dans l'oiseau en cage, qui n'a toujours connu que sa cage, et qui un jour se retrouve en dehors de la cage, qui se rend compte qu'il y a tout un monde autour. Et vous voyez, la première phrase que je vous ai citée montre bien finalement qu'au départ, elle était très triste par le départ de son mari, et que elle a beaucoup réfléchi et réalisé de choses en fait pendant son absence, et elle s'est rendue compte finalement que elle ne l'aimait pas, elle pensait l'adorer puis elle ne l'aime pas. Elle se rend compte aussi de tout le mal qu'il a pu lui faire. Personnellement, le personnage d'Annie est un de mes personnages préférés, on en parle assez peu, et pourtant je trouve qu'elle est tout aussi intéressante qu'une Renée Néré par exemple, puisque comme je l'ai dit, elle apprend vraiment à dire non, et au départ c'est une fille qui est extrêmement timide, une petite bourgeoise qui est très prude, qui n'est pas du tout effarouchée, etc. Et elle va finalement éclore grâce à Claudine notamment, et c'est d'ailleurs un personnage qu'on retrouve dans La Retraite sentimentale, puisque c'est le dernier tome de la saga des Claudines, qui a encore évolué en fait par rapport à Claudine s'en va. Mais plus que l'autrice de l'amour, pour moi, Colette est vraiment l'autrice de la liberté et de la quête de la liberté. Le cas d'Annie, je pense, illustre très bien tout cela. Et c'est pour ça que j'ai pensé que ça ferait une excellente transition, puisque comme j'ai commencé à vous l'expliquer, on peut d'abord voir que chez Colette, la liberté semble s'opposer à l'amour. Et c'est pour ça finalement que l'amour n'est pas toujours choisi chez Colette et qu'il ne triomphe pas, parce que j'ai l'impression que ce qui ressort le plus, ce qui prévaut et le plus important pour Colette, c'est surtout la liberté.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans absolument toutes ses œuvres, sans exception, même dans les œuvres sur la nostalgie, dont je vous reparlerai en dernière partie. Mais donc, quand on y regarde bien, dans Claudine s'en va, on a Annie qui a une vie vraiment volée par son mari, qui n'a pas pu exister à cause de son mari pendant très longtemps. Dans La Vagabonde, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on a une Renée qui a fait l'expérience du mariage et qui a fait l'expérience d'une vie réduite au service de son mari. On avait vraiment le champ lexical de la servitude et qui se retrouvait aussi chez Annie, qui était aussi mariée. Et par exemple, on a aussi le personnage d'Edmé, donc qui est l'épouse de Chéri. Il ne s'aime pas tellement, enfin du moins il n'est pas dit qu'il s'aime vraiment, qui s'épanouit pendant l'absence de Chéri. C'est-à-dire que quand Chéri part à la guerre, elle commence à travailler dans un hôpital, je ne sais plus, je crois qu'elle est infirmière, quand on fait la comparaison en fait du personnage d'Edmé dans Chéri, qui est un personnage franchement assez insipide, qui essaye juste de plaire à Chéri, qui est assez timide, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de caractère, et l'Edmé de la fin de Chéri, donc qui est le deuxième tome, on a franchement deux personnages presque totalement différents, hein. On a une Edmé qui, comme par hasard, devient désirable à partir du moment où elle n'appartient plus à son mari, parce que on comprend qu'elle semble avoir un amant. Mais voilà, elle est très épanouie dans sa vie professionnelle, familiale, mais encore une fois, vous voyez, c'est l'absence de l'homme qui a permis aussi cet épanouissement et cette vie propre. Voilà. Mais très souvent, vous voyez aussi des personnages féminins qui sont assez insipides. C'est le cas par exemple du personnage principal de La Seconde, un roman que j'ai très peu apprécié. Alors je ne sais plus si c'est Alice ou quelque chose comme ça, mais on a une épouse qui a une vie absolument insipide. Voilà, elle est chez elle, elle s'occupe de la maison, du petit, elle n'a pas vraiment de personnalité, elle est timide, elle accepte que son mari le trompe, elle ne dit rien. Et elle vit en concubinage avec l'ancienne maîtresse, l'une des anciennes maîtresses du mari. Et voilà, mais elle s'occupe de la maison. Et encore une fois, on a vraiment une femme qui est privée de vie personnelle par son mariage, qui est totalement effacée et écrasée même par son mari. Donc on a l'amour qui semble absolument s'opposer à la liberté, et au contraire on voit bien que chez Colette c'est la liberté qui prime, hein, puisque quand vous regardez les personnages de Colette, vous avez des personnages très libres, à commencer par la fameuse Claudine, qui est devenue un véritable mythe. Elle a vraiment lancé sa carrière comme ça, avec la saga des Claudines, et comme je l'ai dit, Claudine c'est un personnage qui est absolument fabuleux, dans le sens où elle ne remplit pas du tout ce qu'on attend d'elle en tant que petite fille, en tant que bourgeoise, en tant qu'épouse. Elle est très libre en termes de pensée, d'éducation, libre de ses mouvements. Elle ne se préoccupe pas tant que ça en fait des hommes. Et c'est peut-être aussi en cela que réside une partie de sa liberté. Elle se fiche aussi du monde, c'est-à-dire que même quand elle est mariée à Renaud, elle n'est pas intéressée du tout par la vie mondaine, par les soirées d'appartement qu'il peut donner. Elle essaye de fuir même ces soirées. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais finalement, on a l'impression que les normes, les codes sociaux de la bourgeoisie et des adultes n'ont pas vraiment de prise sur Claudine. Et c'est ça aussi qui donne, je pense, une énorme fraîcheur à ce personnage. Et donc on a d'abord ce type de Claudine extrêmement libre, mais on a aussi ses amis qui apprennent la liberté en la côtoyant. C'est le cas par exemple d'Annie, dont j'ai déjà parlé. On a aussi la sœur d'Alain, qui est un peu plus détestable, mais qui finalement se débrouille pour subvenir à ses besoins, qui est quand même très libre en termes de mœurs amoureuses, qui essaye aussi de dégourdir quand même un petit peu Annie. Évidemment, on a aussi le personnage de Renée Néré, hein, je vous l'ai déjà dit, mais qui est indépendante, ou du moins qui fait de son mieux pour le rester, jusqu'à l'entrave où finalement elle accepte de tomber amoureuse, et même j'ai trouvé en fait que son amour était très triste. Finalement c'est vraiment vécu
comme une sorte d'échec et quelque chose de très douloureux. On a aussi évidemment le personnage principal qui enquête sur l'amour, le plaisir, le désir, etc. dans le pur et l'impur. Et la plupart des personnes qu'elle va côtoyer, en fait, qui ont une grande liberté sexuelle. Mais d'ailleurs, la liberté sexuelle, c'est aussi quelque chose qui suit presque tous les personnages de Colette, ou du moins les personnages principaux, parce que bon, les personnages qu'elle côtoie vont souvent aussi servir de contraire, enfin vous savez, d'opposé. Et puis évidemment, on a aussi le personnage de Sido, qui est finalement une sorte de reconstitution de sa mère. Alors elle essaye de faire passer ça pour la vérité, mais on sait que c'est un petit peu une vérité recréée pour et par la littérature, mais bon, on va pas vraiment s'attarder sur ça. Mais voilà, on a quand même un personnage assez libertin, si on peut dire, dans le sens premier, à savoir une grande liberté d'esprit qui ne ressemble pas du tout aux petites bourgeoises, très fermées d'esprit, très prudes, qui va justement transmettre finalement cette liberté à sa fille, Colette. Et comme on sait que Claudine est une sorte de double de Colette, pour moi, Claudine a vraiment aussi hérité de Sido. Mais bref, tout ça c'est une autre histoire. Et donc finalement, on va voir chez Colette une liberté qui va être recherchée, même si elle peut être difficile. Alors, ça peut être une poursuite de la liberté et de l'indépendance. Enfin, une indépendance qui va être acquise grâce au travail. C'est le cas donc d'Edmé par exemple, je vous ai dit qu'il s'est énormément épanoui à partir du moment où elle a pu travailler pendant la guerre, mais on a aussi des personnages qui vont travailler et subvenir à leurs besoins en devenant artistes, donc danseuses, chanteuses, etc. C'est le cas de René Néré ou de Mitsu par exemple. C'est une quête qui reste tout de même difficile. Voilà, pour Annie, c'est pas du tout facile, puisque ça implique finalement de trouver, de chercher qui on est vraiment, puisque parfois en fait si on vous enferme dans des codes de conduite, qu'on vous oblige à être une personne, finalement vous n'avez peut-être pas l'occasion de savoir qui vous êtes vraiment, quels sont vos goûts, comment est-ce que vous vous comportez, sans qu'on ne vous dise en fait qui être ou quoi faire. Et d'ailleurs, c'est seulement à la fin du roman qu'Annie décide vraiment de sauter le pas et de partir, mais on sent bien qu'en fait c'est vraiment un arrachement et que c'est quand même compliqué pour elle, elle en souffre. C'est la même chose pour Renée dans La Vagabonde, c'est-à-dire c'est seulement au dernier moment qu'elle se dit bon en fait non, finalement je ne reviens pas et je vais pas pouvoir me marier avec toi. Et même dans un roman comme La naissance du jour, je vous ai dit un peu plus tôt que on a un personnage féminin qui pense que la vieillesse finalement lui interdit de continuer à rester dans le monde amoureux. C'est quand même un abandon forcément de la vie qui est compliqué, mais cet abandon de l'amour est motivé par une certaine volonté de liberté. Elle pense qu'elle sera quand même beaucoup plus tranquille sans amour, et c'est une réflexion qui est partagée par René Néré. Elle explique finalement que ce dont elle a peur, c'est pas l'amour en tant que tel, mais c'est finalement d'être assujettie à nouveau, de dépendre de quelqu'un d'autre, d'avoir quelqu'un d'autre qui va hanter ses pensées, etc. et la détourner d'elle-même. Et finalement, je pense que dans La naissance du jour, on a un personnage principal qui refuse l'amour pas seulement par peur, pas parce qu'elle pense uniquement que ça n'est plus adapté, mais aussi parce qu'elle préfère se prioriser elle et parce qu'elle prend goût à une liberté qu'elle souhaite conserver. Et donc ce qui revient énormément quand on a dit tout ça, c'est que la liberté, ça semble finalement tenir au fait de se défaire de la tutelle masculine ou des codes moraux, sociétaux, bourgeois. Alors ensuite, je souhaite vous parler d'un dernier pan de Colette, finalement le pan, je pense, qu'on met le plus en avant, la Colette qu'on étudie et qu'on connaît, qu'on vend beaucoup, c'est la Colette qui va nous parler de nostalgie. Voilà, quand vous regardez les programmes du bac, on parle de Sido, d'Evelyne de la Vigne. C'est aussi très souvent ce qu'on va retrouver en librairie. Parce que c'est une Colette donc qui va faire la louange de la campagne, de la famille, qui va cultiver la nostalgie et vraiment chanter, proposer une ode à la campagne.
En effet, s'il y a bien quelque chose qui ressort de l'œuvre de Colette, c'est tout de même la supériorité de la campagne, de la vie et de la beauté de la campagne sur la ville. On a par exemple le personnage de Claudine, qui est une campagnarde qui va finalement devoir déménager et faire sa vie à Paris. Elle va en fait beaucoup en souffrir et elle ne va jamais oublier Montigny. Et la période finalement qui semble le plus heureuse pour elle, ça reste l'enfance et les années passées à Montigny, à la campagne. Même mariée, même amoureuse, elle va se dire finalement est-ce que mes temps les plus heureux ont été ceux de Montigny, c'est-à-dire est-ce que je retrouverai un jour un bonheur tel que ce que j'ai pu connaître là-bas. On pourrait penser qu'il s'agit de l'éternelle opposition entre la ville qui est fausse, intéressée, coquette, et la campagne qui est beaucoup plus naturelle, sincère, travailleuse. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque il me semble que chez Colette, la campagne est toujours liée à la liberté. Ouais, vous regardez les personnages de Colette qui appartiennent à la campagne, vous trouvez Claudine tout de même, vous trouvez Sido. Et c'est finalement des personnages qui sont extrêmement libres puisqu'ils ne sont pas enfermés dans des codes bourgeois, sont moins enclins à la coquetterie, il y a moins ce désir de plaire, aussi moins de peur à choquer les autres ou de paraître malséant. Il y a vraiment une liberté de geste, mais aussi de pensée. Mais à cela, plus encore, je pense qu'il faut ajouter un certain culte de l'enfance. Voilà, si vous prenez ce qui est peut-être considéré comme la plus grande œuvre de Colette, puisque à l'époque je pense qu'on aurait dit les Claudines, et maintenant je pense qu'on a plutôt tendance à dire tout ce qui va être Sido, les Vrilles de la Vigne, etc. Mais c'est vraiment en fait tous les textes qui ont été faits autour de Sido et des souvenirs d'enfance de Colette, même si Claudine à l'école s'est inspirée justement des souvenirs de l'enfance de Colette. On a quand même un culte de l'enfance qui est assez important, puisque chez Colette, l'enfance semble associée à la liberté. En fait, c'est pour ça, vous voyez, que tout est un peu lié, mais on a des personnages qui, lorsqu'ils sont enfants, vont être plus naturels et surtout qui vont sembler moins assujettis à quelconque tutelle. Donc voilà, l'enfance c'est à la fois la période du bonheur, on le dit, enfin Colette le dit énormément, c'est qu'elle a été très heureuse étant enfant, Claudine aussi, mais c'est surtout l'enfance, un moment de liberté. Les enfants comme Claudine osent dire ce qu'ils pensent ou osent rire, jouer des tours et peuvent se permettre de faire des choses que les adultes en fait n'oseraient plus faire. Même Claudine, alors que c'est quand même un personnage qui est très très libre, avoue elle-même qu'elle s'est quand même assagie depuis Paris. D'ailleurs, il y a deux écrits de Colette pour moi qui signent vraiment cette différence entre l'enfance et l'âge adulte. C'est Le blé en herbe et L'enfant malade, puisqu'en fait dans Le blé en herbe, comme je le dis, on va suivre deux adolescents qui ont l'habitude de se voir très souvent en vacances. Tous les étés en fait ils se retrouvent, donc ils ont grandi ensemble sans vivre toute l'année ensemble. Ils s'entendaient très bien et ils ont toujours pensé se marier. Et finalement, je crois que Le blé en herbe se déroule l'été de leurs 15 ans, ou l'été où ils ont de 15 à 16 ans. Et en fait, on a Phil qui devient absolument insupportable, comme je vous l'ai dit, parce que il joue l'homme et Vera, je crois que c'est le nom de la protagoniste, qui en fait veut finalement aussi jouer à la femme, même si elle reste plus pure, du moins plus enfant, plus gentille, plus longtemps donc que Phil, mais finalement elle aussi tombe à la fin du roman dans le monde adulte, et donc on a vraiment l'enfance, enfin la sortie de l'enfance qui est présentée pour moi comme une sortie du paradis. Et c'est un peu la même chose dans L'enfant malade. C'est une nouvelle dans laquelle on suit un enfant, alors je ne sais plus pour quelle raison, mais il est immobilisé et il doit rester dans son lit. Il a souvent beaucoup de fièvre et donc il s'échappe. Il est très heureux lors de ses délires causés par la fièvre, parce qu'il voyage, il voit des choses merveilleuses, et à la fin de la nouvelle, on assiste à sa guérison, et il explique qu'après sa guérison,
Et à partir du moment où il a grandi, il n'a plus jamais été aussi heureux parce qu'il n'a plus jamais vu de choses, ni vécu de choses aussi merveilleuses, alors qu'en fait il n'a rien vécu, du moins rien de réel, mais on a la sortie de la maladie et de l'enfance comme la fin de l'imagination et la fin finalement de la liberté, de la joie. C'est la fin de cette vidéo et je suis absolument désespérée puisque là c'est la fin du tournage et j'ai l'impression de vous avoir très peu parlé des œuvres, de m'être très mal exprimée, donc je ne sais pas si j'ai réussi à vous rendre l'œuvre de Colette intéressante, mais je vous assure qu'elle est 1000 fois plus intéressante que ce que j'ai pu en dire. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était extrêmement fouillis et pourtant j'ai essayé d'organiser ma pensée au maximum. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'explorer son œuvre par vous-même. Je vous mets juste après la bibliographie qui vous permettra de savoir vers quelle œuvre vous dirigez. Si jamais vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon Instagram, je vous ai fait, ou bien je vais vous faire un guide de lecture, mais je vous ai aussi fait sur TikTok de nombreuses revues de Colette. Donc n'hésitez pas, alors si jamais vous écoutez le podcast, il n'y aura pas la bibliographie, mais si jamais vous regardez la vidéo YouTube, eh bien vous aurez ici la bibliographie en fin de vidéo, donc restez ici. Mais voilà, je pense que je n'arriverai jamais mieux, c'est déjà la deuxième fois que j'essaye de filmer cette vidéo et je pense que simplement à partir du moment où on est passionné d'un auteur, d'une autrice ou d'un personnage ou d'une œuvre, on aura toujours du mal à en parler assez bien. Encore une fois, je vous encourage grandement, si jamais vous habitez Paris ou si vous avez la possibilité de vous rendre relativement facilement à Paris, d'aller visiter donc l'expo sur Colette à la BNF parce que vous avez plein de visites, de conférences qui promettent d'être extrêmement intéressantes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à faire un tour dans l'espace commentaire, c'est avec plaisir que je discuterai avec vous. En tout cas, c'est tout pour moi et sur ce, je vous dis à bientôt.